autour de BioMexpo ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, un lieu qui se prête à la pluridisciplinarité, à cet échange nécessaire entre la science, la connaissance et les applications, parce que à un moment donné, c'est ça qui compte. Et j'ai vraiment l'immense plaisir de démarrer cet après-midi, par un échange pour parler de perspectives, de stratégie nationale. Et pour ça, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Cédric Villani, Bruno David, Fabrice Boissier, et tout à l'heure nous rejoindra Huguette Tiegna. Alors je le dis tout de suite, Huguette Tiegna nous rejoindra plus tard parce qu'elle animera avec Christelle Roger, merci Christelle, une table ronde dédiée au sujet qu'elle porte au sein de la mission de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour détailler justement une future note sur le sujet. Cédric Villani, vous êtes notamment président de cet office parlementaire, mais aujourd'hui, vous êtes là encore et toujours et surtout en tant que mathématicien. Alors, je me souviens d'une blague où je m'étais permis de vous citer. Je suis vraiment très très heureux de vous accueillir ici, également Bruno David et Fabrice Boissier, mais enfin. Et je me souviens d'une blague il y a 3-4 ans, un architecte qu'on adore, très bio-inspiré, qui s'appelle Nicolas Vernutello. On était à l'Hôtel de Ville de Paris sur une édition de BioMexpo. Nous avait parlé de phyllotaxie, la science qui étudie l'implantation des feuilles le long des tiges, qui suit des logiques assez fabuleuses. Et comme introduction, je lui avais demandé si la nature serait capable de donner des leçons de maths à Cédric Villani. Il m'a répondu, bah, peut-être. Alors, est-ce que cette nature géniale vous inspire en tant que mathématicien, vous bluffe? On est toujours dans des modèles ultra multicritères, toujours dans cet équilibre instable continu. Merci de nous apporter votre éclairage sur ce sujet du vivant comme modèle. Merci, Monsieur le Président. Un grand merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici en tant que scientifique, comme vous l'avez rappelé, mais aussi avec la casquette de président de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au sein duquel ma consoeur Huguette Tiegna bientôt viendra vous faire une conférence et prépare une note sur le biomimétisme. Est-ce que la nature nous donne des leçons? La réponse est oui. À moi, au meilleur mathématicien, j'y viendrai tout à l'heure, mais d'abord j'aimerais commencer par dire que quand j'étais gamin, la biologie évolutive, c'était de toutes les matières ma matière préférée. Il se trouve que je me suis retrouvé à faire de la mathématique parce que vous avez tous les ingrédients en mathématiques, vous voyez, il faut lire et lire sans cesse en biologie et sans arrêt expérimenter en mathématiques. Il faut lire et lire sans cesse, certes, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir tous les ingrédients avec soi, en soi, aussi parce que tout simplement le système français est ainsi fait que quand vous êtes bon en maths, vous continuez en mathématiques. C'est ainsi que je me suis retrouvé à 20 ans à l'école normale supérieure à devoir choisir quelle sous-branche des mathématiques j'allais devoir étudier, et c'était en gros le premier choix scientifique de ma carrière. Mais il m'en est toujours resté cette frustration de ne pas avoir pu approfondir tant que ça la biologie évolutive, à tel point que quand je me suis orienté plus tard vers les équations aux dérivées partielles en master, c'était avec l'espoir de pouvoir recombiner, réintégrer la biologie avec la mathématique, comme d'autres avant ont tenté de le faire. Finalement, je me suis retrouvé à faire la physique mathématique. Je suis tombé amoureux de mon sujet, l'équation de Boltzmann. Physique et mathématiques, ça va de pair depuis la Renaissance, depuis 1600. Il a été bien difficile de distinguer les progrès fondamentaux en physique des progrès fondamentaux en mathématiques, alors que la biologie, c'est quelque chose de bien plus difficile. Et le mariage, l'articulation entre mathématiques et biologie, c'est quelque chose qui est annoncé depuis longtemps, beaucoup plus difficile que l'articulation physique mathématique.
De grands noms s'y sont essayés et ont avancé. Il vient tout de suite, quand on parle de mathématiques et biologie, le nom d'Arcy Thompson, qui a été, avec son ouvrage inspirant et unique en son genre, On Growth and Form, un pionnier en la matière, insistant bien sur les lois universelles mathématiques qui régissent aussi le vivant, la grande universalité qu'on peut retrouver derrière l'extraordinaire diversité, variété du vivant, et le fait que ce vivant vient avec encore plus de richesse que le monde physique dans ces mêmes lois. Bien sûr, on pense aussi à Erwin Schrödinger, qui, outre qu'il était le père de l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, était passionné par la biologie, a fait une série de leçons qui continuent d'être inspirantes sur l'interprétation statistique de la vie, des états de basse entropie qui se reproduisent, des états dans lesquels la complexité au sens de l'entropie a été, on pourrait dire artificiellement, sauf que c'est naturel, rabaissé, et ce statut très particulier de la vie au sein de la physique. Et puis bien sûr, l'un de mes héros personnels, Alan Turing, l'un des pères de l'informatique moderne, l'un des pères de l'intelligence artificielle, peut-être le plus emblématique aussi pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, le décryptage, fasciné par la biologie, fondateur de la morphogénèse, avec des articles éblouissants de vision, d'inspiration sur la façon dont les équations aux dérivées partielles peuvent aider à comprendre un peu les formes, les courbes que l'on voit apparaître dans l'étude du vivant. Alors, le vivant, derrière, il n'y a pas de mystère. Si c'est tellement extraordinaire, tellement éblouissant dans bien des cas, c'est que c'est le produit d'une évolution, justement, une évolution extraordinairement forte, puissante, ravageuse, plus de 3 milliards d'années d'évolution où les êtres vivants ont dû apprendre par la dure loi de la sélection, des erreurs et des sélections d'erreurs, à surmonter toutes les conditions imaginables. C'est aussi un parcours du mathématicien, ça, d'avancer par essai-erreur, probablement. Essai-erreur, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Ode à l'imperfection », dans lequel je chante l'importance de l'erreur, rappelant aussi que sans erreur dans le monde qui nous entoure, il n'y aurait pas d'évolution des espèces. Elles sont toutes dues à des erreurs de transcription, les mutations et dans la façon dont la nature a gardé de la place pour ces erreurs qui permettent justement l'évolution. En mathématiques, on sait bien à quel point on s'inspire de nos erreurs, et certaines erreurs sont extraordinairement inspirantes. Einstein n'a-t-il pas déclaré un jour, à propos d'un article inintéressant, qu'il n'était même pas faux? Alors, des produits, des formes, des animaux qui sont le résultat d'erreurs et qui ont trouvé de façon inattendue, à tâtons, le chemin vers des prouesses extraordinaires, il y en a partout. Vous savez, c'est le miracle de la photosynthèse, c'est le miracle de la survie en milieu hostile comme le désert, hostile comme les polaires. Il n'y a pas longtemps, dans un de nos rapports de l'OPEX, on parlait de la sphénicine, cette substance qui a été détectée dans les appareils digestifs des manchots et qui leur permet de conserver les organismes, le bol alimentaire sans digestion à 38 degrés. Il y en a encore tant et plus des exemples qui sont là. J'ai vu Gilles Boeuf à l'instant qui aurait des dizaines d'exemples de plus que moi à présenter là-dessus, mais cette contrainte, cette sélection extraordinaire qui a apporté des formes de nageoires, des formes d'appareils sensoriels, des façons de se repérer, des façons d'agir qui sont juste incroyables. J'ai vu que vous avez pris le poulpe comme animal totem pour votre... Oui, c'est un gecko, mais le poulpe, c'est pas mal aussi. Il y a un poulpe, j'ai vu. Ah, vous avez vu un poulpe? Il y avait une auteure tout à l'heure... Ah, la Cité des Sciences, tout à fait. L'exposition de la Cité des Sciences à un poulpe. Quiconque a vu le prodigieux documentaire La sagesse de la pieuvre qui était dans les salles il n'y a pas longtemps a pu qu'être juste absolument ébloui par les performances des pieuvres, avec leur cerveau déconcentré, avec leurs ventouses qui sont toutes indépendantes, avec leur façon de se rendre liquide pour se mettre dans la plus petite anfractuosité quand il s'agit d'échapper à un prédateur, avec leur façon de se régénérer à l'occasion quand ils ont des membres arrachés. Vous avez là des prouesses qu'aucune technologie humaine n'est capable d'approcher.
c'est juste un aparté politique, on va revenir sur les mathématiques, mais il y a beaucoup de cerveaux déconcentrés dans le vivant. Il y a beaucoup de prises de décision atomisées, démultipliées. C'est peut-être aussi un facteur de résilience. Pour l'instant, la politique française, historiquement, depuis des siècles, a été plutôt forte dans la limitation du cerveau concentré plutôt que déconcentré. Et est-ce que vous avez replongé dans la biologie évolutive? Comment est-ce que ces amours de biologie ont inspiré le mathématicien? Et est-ce que ce dialogue entre les disciplines est toujours aussi difficile? Il est toujours difficile et il y a des pépites qui viennent ici et là et qui sont éblouissantes. Tout à l'heure, vous me demandiez, est-ce que j'ai pu recevoir des leçons de mathématiques? Il y a une conférence que je fais régulièrement qui s'appelle Mathématiques de la chauve-souris, dans laquelle je parle de la chauve-souris, où je me suis lancé à construire une conférence sans savoir au départ de quoi j'allais parler. Et au fur et à mesure que j'approfondissais le sujet, j'allais de stupéfaction en stupéfaction. Eh bien, par exemple, dans leur système d'écolocation aussi précis et sophistiqué, les chauves-souris ont inventé la théorie des ondelettes des centaines de milliers d'années, des millions d'années avant que les humains se mettent en tête de découvrir ce que c'était que les ondelettes. Ça a été une des grandes avancées mathématiques des années 80-90, quand on a pu comprendre comment faire de la théorie du signal, non plus seulement avec la vieille analyse de Fourier, si efficace, mais en plus avec des signaux qui soient modulés à la fois en fréquence et en amplitude. En fréquence et à la fois à la fois oui, c'est ça, et à la fois en fréquence et en amplitude. Et ces petites chansons que font les chauves-souris sont des choses qui ont été redécouvertes par les ingénieurs. Il y a un texte dans lequel le mathématicien Yves Meyer dit les ingénieurs se mirent alors à s'inspirer du cerveau de la chauve-souris pour construire des nouveaux algorithmes de détection, en l'occurrence des puits de pétrole. Oui, la chauve-souris avait des leçons de mathématiques à nous donner. La fourmi aussi. Dans les années 90, c'était le chercheur Marco Dorigo qui s'est retrouvé à développer ces algorithmes de fourmis fourragères, algorithmes de colonies de fourmis, dans lesquels, en mimant le processus dans lequel les fourmis, une fois qu'elles ont réussi par aléatoire à trouver une source d'intérêt, essaient de revenir vers la colonie au plus droit, et à l'aller, au retour, laissent des phéromones qui vont petit à petit se renforcer au fur et à mesure que des trajets que les fourmis vont suivre le plus, s'évanouir là où les fourmis ne les suivent pas assez. Et vous avez toutes sortes d'algorithmes d'optimisation qui ont été appliqués ainsi à des problèmes combinatoires complexes, voyageurs de commerce ou autres. La fourmi avait aussi à nous apprendre. Absolument. Nos GPS de voitures sont inspirés de ces algorithmes en bonne partie. On a même découvert il n'y a pas si longtemps, à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, qu'elles peuvent même retrouver leur chemin sans même déposer des phéromones, ces substances organiques volatiles, avec une boussole solaire. Oui, et il y en a qui comptent leur pas aussi pour la. Exactement, c'est la Cataglyphis fortis, chère à Stéphane Violet notamment. Cité. Oui, l'observation, la connaissance du vivant, d'une certaine manière, ça nous aide à aller plus vite parce que ce sont des centaines de millions d'années d'expérience que nous n'avons pas. C'est aussi la lecture que vous faites pour répondre à nos enjeux à nous et gagner du temps. À nos enjeux, enfin, l'optimisation revient souvent dans ce qu'on va inspirer du vivant. Les algorithmes génétiques sont un des exemples qui, à une époque, était très populaire aussi. Faire des mutations aléatoires pour essayer de trouver ce qui va être le plus efficace sans explorer tout. L'optimisation, bien sûr, pas que. Dans les sorts de l'intelligence artificielle de ces dernières années, bien sûr, vous avez vu que les réseaux de neurones tiennent maintenant une place particulièrement éminente. Il s'agit là d'un cas de biomimétisme, même s'il y a bien des différences entre les réseaux de neurones utilisés par les Yann Lequin et autres informaticiens couronnés et ceux que nous avons dans nos cervelles. Mais quand même, au départ, le principe fondamental, c'est bien une inspiration du vivant. Et là, il ne s'agit pas seulement d'optimiser, il ne s'agit pas seulement d'aller plus vite, il s'agit aussi de découvrir des choses qui n'ont juste jamais été obtenues. C'est sur réseau de neurones que s'appuient des algorithmes comme AlphaGo qui jouent au Go mieux que n'importe quel humain, que s'appuient les algorithmes de détection de cancer sur des images médicales qui aujourd'hui font du diagnostic statistiquement mieux que les meilleurs médecins. Et donc ça va bien au-delà de juste la simple optimisation. Alors peut-être on pourrait dire c'est parce que justement
l'organisation cognitive des animaux a été poussée, optimisée pour être capable de se développer dans un très grand nombre de situations différentes. On va bien sûr continuer avec vous, mais je me demandais... Un dernier mot. Oui, bien sûr, je voudrais après savoir s'il y a des mathématiciens au Muséum national d'histoire naturelle, Bruno David. Mon dernier mot sera pour dire, là, dans ce contexte, qui doit nous inspirer évidemment, et là ce sera plutôt à la casquette politique à nouveau, quand on réfléchit à l'organisation des cités, quand on réfléchit à l'organisation des économies, bien sûr, il y a tant et tant à faire pour optimiser, mais aussi de leçons à prendre sur la durabilité du monde vivant. Le monde vivant, il est là depuis des milliards d'années, sauf accident causé par l'humain majeur, il sera encore là pour des milliards d'années à venir. Aujourd'hui, le mode de vie que nous avons, nous ne savons même pas le faire durer à horizon de plus de quelques décennies. Si nous voulons durer, et quand j'y durer, ce n'est pas seulement quelques décennies, c'est des siècles, des millénaires, il faudra certainement que nos villes, que nos cités, nos modes de vie, nos organisations s'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus du monde vivant. Absolument, c'était un des grands sujets de la matinée, et c'est un sujet permanent en matière de biomimétisme. Il se trouve que toutes les communautés d'architectes, d'urbanistes, de promotion immobilière et tout cet écosystème s'intéressent énormément à la bio-inspiration. Même des biologistes, je me souviens qu'on avait reçu, on en parlait encore avec Christophe Menezzo du LOCI ce matin, et on avait reçu Claire Le Sieur qui s'intéresse à la distribution des atomes à l'intérieur d'une protéine pour voir comment l'appliquer au flux urbain, parce que dans cette protéine, elle fait en sorte de toujours garder de l'espace disponible. Donc parfois, justement, vous voyez, entre la biologiste et l'urbaniste, il y a des ponts magnifiques. Le microscopique et le macroscopique qui se rejoignent. Voilà, exactement, ça c'est effectivement, ces deux échelles-là sont importantes à relier. Pardon Fabrice Boissier, mais je regarde un peu plus loin là-bas du côté de Bruno David. Je me demandais si, alors vous, Cédric Villani, si vous aviez été traîné au muséum pendant vos études de mathématiques, traîné entre guillemets, et s'il y avait des mathématiciens dans les équipes du muséum. Bien sûr, il y a des mathématiciens dans les équipes du muséum. Alors, pour refaire un petit peu de curriculum vitae à la manière de Cédric Villani, il se trouve que dans mes études de biologiste, j'ai fait des mathématiques. J'ai même fait un certificat appliqué de mathématiques appliquées à la biologie. Alors, c'est dire, mais j'ai suivi le chemin un peu différent parce que je n'étais pas suffisamment doué en maths. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, je suis parti plutôt vers l'histoire naturelle, vers les géosciences d'abord, avant de m'orienter vers la biologie. Donc bien sûr, on traite le vivant à l'aide d'outils mathématiques qui nous permettent une très bonne finesse de description. Et il se trouve que dans ma vie de chercheur, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle de la morphométrie, c'est-à-dire l'analyse mathématique des formes. Donc je connais bien Darcy Thompson. Je suis ravi que vous l'ayez cité, que vous l'ayez évoqué, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et on arrive à décrire le vivant à différents niveaux d'organisation à l'aide de mathématiques. Et c'est un outil absolument formidable pour ça. Mais il ne faut pas que ça nous obscurcisse les mécanismes qui sont derrière, parce qu'on peut avoir une parfaite description sans rien comprendre aux mécanismes. Alors je suis désolé de jeter cette pierre dans le jardin des mathématiciens, mais on peut très bien avoir une très bonne description à partir d'équations de quelque chose, sans pour autant toucher au mécanisme de la chose. Et là, on a besoin de biologie pour aller chercher le mécanisme. Et pour rebondir, puisque je pense que ça peut être un dialogue, rebondir sur les propos, l'histoire de la vie, effectivement, c'est 3800 millions d'années d'histoire depuis l'origine de la vie. Ça ne nous dit pas grand-chose, 3800 millions d'années, on ne sait pas trop ce que ça représente, si ce n'est que c'est énorme. Mais si on ramène ça à une année civile, nos derniers 2021 années tiennent dans les 20 dernières secondes de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous amener à réfléchir, parce que ça veut dire que du haut de ces 20 dernières secondes, on s'autorise à toucher tout ce qui a été fait avant, tout ce qui existe depuis tout ce temps-là. Et puis sinon, il ne faut pas non plus idéaliser la vie de trop. La vie est pleine d'imperfections. L'histoire de l'évolution biologique, c'est une histoire de mort d'abord, d'essais qui ont avorté. Le chemin de l'évolution est peuplé finalement d'êtres vivants qui n'ont pas survécu parce qu'ils n'étaient pas adaptés à leur environnement. C'est aussi une histoire de contingence. Ce n'est pas seulement bien d'avoir la bonne forme et la bonne fonction, encore faut-il qu'elle tombe au bon moment compte tenu des circonstances du moment. Donc la contingence est très importante, et ça, c'est un petit peu, on peut le traduire par la chance, si vous voulez. Et donc tout ça, ça participe à ce qu'est la vie, ce qu'est sa diversité,
ce qu'est son optimisation ou pas par rapport à un certain milieu, à un certain environnement. Mais il y a des tas de choses qui sont plus ou moins bizarrement bricolées, simplement parce que la vie, c'est une histoire. Et l'évolution, c'est une histoire. Et l'historicité, pour utiliser un grand mot, a de l'importance. Je vous en donne juste un exemple. Chez nous, on a une crosse aortique, mais franchement, c'est extrêmement mal fait. Je suis désolé. Si j'étais un ingénieur, faire partir un gros tuyau vers le haut pour le faire tourner à 180 degrés et repartir vers le bas, ça nous procure des tas d'ennuis. Hein. Et c'est très très mal foutu, là. On ne comprend pas. Pourquoi c'est si mal fait ? C'est si mal fait parce que c'est un héritage du 4e arc branchial de nos ancêtres qui étaient des poissons, ou l'équivalent de poissons. Et que c'est ce truc-là qui a été réutilisé pour faire notre crosse aortique. Et qu'il y avait une courbure initiale qui était utile à cette époque-là, et puis qu'on a gardée. Oui. Et on se retrouve avec un machin qui n'est pas terrible. Mais on fait avec. C'était le pouce du panda, cher à Stephen Jay Gould. C'est le pouce du panda. C'est du bricolage. C'est Jacob qui disait l'évolution bricole. Et on a plein d'exemples comme ça, où les structures fonctionnent. Fonctionnellement, ça marche. On peut s'en inspirer. C'est bien de s'en inspirer. Mais il faut avoir aussi conscience que des fois, ce n'est pas toujours optimisé de manière parfaite. Et toujours l'importance d'expliquer par l'histoire et par le contexte. On est toujours adapté à un moment, à un environnement. L'histoire est très importante. Je vais vous raconter une petite histoire. J'adore raconter des histoires. On continue avec vous, Bruno David, et ensuite on va demander à Fabrice Boissier. Juste une toute petite histoire. Nous, on a l'impression que c'est parfait, on vit dans une planète où il y a 21% d'oxygène, on respire bien, tout va bien, et on se dit, on va manquer d'oxygène, il faudrait qu'on ait un petit peu plus d'oxygène. Mais si on avait trop d'oxygène, on aurait mal à la tête. Hein. Si on vous met dans une forêt du Carbonifère avec 30% d'oxygène, c'est épouvantable. Hein. Vous ne restez pas, ça ne va pas, il y en a trop. Au bout d'un moment, il y en a trop. Et puis, par ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, 30% d'oxygène, ça rend le système respiratoire des insectes bien plus efficace. Enfin, ça ne le rend pas plus efficace, mais il est plus efficient parce qu'il y a plus d'oxygène. C'est un système avec des tuyaux, si vous voulez. Il y a des tuyaux qui vont distribuer l'oxygène un peu partout. Ça le rend plus efficace, ce qui fait qu'on peut avoir des libellules qui font 70 cm et des mille-pattes, qui sont des myriapodes, pas des insectes, qui font 1,20 m de long. Parce qu'il y a plus d'oxygène dans l'atmosphère et que leur système, qui n'est pas parfait, et qui aujourd'hui restreint leur taille parce qu'ils n'arrivent pas à respirer correctement suffisamment, ça leur permet d'être géants. Donc on est peut-être bien content qu'il y ait moins de 30% d'oxygène aujourd'hui. Ça nous évite des grosses bêtes comme ça, et ça nous permet de respirer sans avoir mal à la tête. Et on a des champions en transport d'oxygène. On parlera de l'arrêt Nicolas Marina tout à l'heure avec Franck Zal. Merci Franck d'être là. Oui, Cédric Villani, sauf si vous voulez rajouter un mot. C'est bien pour moi. Je me disais que peut-être raconter par les insectes, ils ont un autre point de vue sur l'histoire. Oui, sûrement. Oui. Alors là, moi j'aimerais bien, ça c'est vraiment un rêve, mais là on est vraiment dans le domaine du rêve. Il se trouve que dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé comme modèle biologique sur les oursins, et j'ai un collègue un jour qui m'a demandé quelle était la notion de bonheur chez les oursins. Alors évidemment, j'étais incapable de répondre, mais c'est un peu ça, quoi. Nous, on regarde toujours midi à notre porte, et on se voit, on voit le monde vivant tel que nous sommes. Ne serait-ce que, pareil, une anecdote, la taille. On a l'impression qu'on est d'une taille normale. Si on voit une cigogne, un chat, c'est un peu plus petit, un chêne, c'est plus grand, mais enfin, en gros, ça va. Mais tout ce qui est petit, on ne le voit pas. Il y a des chercheurs du muséum qui ont travaillé sur la microbiodiversité qui se trouve dans les caniveaux de Paris. 4753 espèces microscopiques dans les caniveaux de Paris. Ça, c'est le monde qui nous entoure. C'est ce monde invisible, absolument, qui représente en réalité la majorité, l'essentiel. On va revenir sur des choses peut-être un peu plus opérationnelles, entre guillemets, avec l'ADEME. Merci beaucoup Fabrice Boissier d'être là. Vous êtes là parce que l'ADEME est l'agence gouvernementale de la transition. Historiquement, c'était beaucoup l'énergie, mais aujourd'hui, c'est vraiment la transition. Tout est lié, y compris dans les équations biologiques et du vivant. Merci de votre participation à cet échange croisé entre Cédric Villani et Bruno David pour nous rappeler un petit peu en quoi le vivant inspire l'agence de la transition écologique. Et puis, il y a depuis 2-3 ans, Arnaud Leroy nous avait fait l'amitié de venir le présenter et l'annoncer ici, un contrat d'objectif, de partenariat, une convention, je ne sais pas très bien, avec le CBIOS. Donc, merci de nous dire un petit peu ce que vous faites et où vous en êtes sur peut-être 2 ou 3 actions. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de biomimétisme ou d'inspiration du vivant,
je crois que Cédric Villani et Bruno David l'ont bien rappelé, ça pose la question de notre place dans l'univers et dans le monde vivant. Cédric disait, il nous reste quelques années pour reprendre le virage, et ça, c'est la transition écologique. Et puis Bruno David disait, bah oui, la question du point de vue est importante. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas être juste un accident de l'évolution, mais peut-être être un succès de l'évolution, et donc qui dure peut-être plus que 10 ans. Puisque, effectivement, aujourd'hui, le GIEC nous le rappelle assez, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, mais aussi la pollution massive dans tous les compartiments de nos écosystèmes, au rythme où on va, dans 10-20 ans, on va dans le mur. Et donc, l'ADEME, Agence de la transition écologique, un de nos travaux, c'est d'essayer d'imaginer des futurs un peu différents, un peu plus positifs, un peu plus désirables. Et là, on va publier dans 4 semaines, nos rapports sur la France en 2050. Une France neutre en carbone, une France qui a retrouvé un équilibre vis-à-vis des écosystèmes. Et on va proposer 4 scénarios un peu contrastés qui permettent de faire des choix aussi, puisqu'il faut laisser de la marge de manœuvre aux politiques, bien sûr. Et alors, le premier enseignement que je retire de ces travaux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on se dit, on voit des problèmes et on va corriger un peu le tir, on va développer plus d'énergie, on va peut-être faire un peu d'économie circulaire par-ci, on va revoir nos modes de transport avec de l'électricité. Et en fait, quand on fait notre vision et qu'on regarde, pour boucler en 2050 l'énergie, l'espace au sol, la consommation de matériaux, il y a une seule voie de sortie, c'est d'être beaucoup plus en interaction permanente avec le vivant. Et ça, on l'oublie trop. Quand on entend parler de transition écologique aujourd'hui, il n'y a que des ingénieurs qui parlent. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de biologistes qui en parlent pour dire attention, si on ne fait pas alliance avec le vivant, on n'arrivera pas à faire la transition écologique. Pourquoi ? Parce que le vivant, il est à la fois une source d'énergie, quand on abandonne les énergies fossiles, il est aussi un pourvoyeur de matériaux, que ce soit du matériau brut comme le bois ou des molécules pour la chimie. C'est aussi bien sûr un stockeur de carbone fantastique. Les prairies, les forêts, ce sont des lieux où on stocke du carbone et comme on continue à en émettre, il faut bien le stocker. Ce sont aussi des réservoirs de biodiversité. Ce sont aussi des réservoirs de ressources comme l'eau, etc. Et donc, si on continue à négliger ce bouclage, il y a des gens qui vous disent c'est facile, on va faire la transition écologique, on fait du biogaz, on remplace tout le gaz fossile par du biogaz, il n'y a pas de problème. Puis de l'autre côté, on nous dit on va remplacer tous les bâtiments neufs par du bois, il n'y a pas de problème. Et puis on nous dit mais pour l'électricité, on peut aussi brûler de la biomasse, ça fait l'électricité, il n'y a pas de problème. Mais en fait, avec tout ça, ça boucle pas. C'est-à-dire que dans 20 ans, il n'y a plus de forêt, donc il n'y a plus de stockage de carbone, donc il n'y a plus de biodiversité. Et donc il faut repenser la transition écologique en se disant on fait une alliance avec le vivant, on prend le vivant comme un partenaire et non pas comme une ressource à exploiter, et non pas non plus comme une chose à sacraliser complètement, parce que sinon il n'y a plus de développement. Et dans ce partenariat, on peut trouver des voies, mais il faut imaginer la transition écologique conjointement avec notre relation avec le vivant. Et ça, c'est le deuxième constat que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas immédiat, il n'est pas naturel ou automatique que biomimétisme et réflexion sur la transition écologique vont ensemble. On a fait longtemps de la transition écologique sans faire de biomimétisme. On fait aussi beaucoup de biomimétisme sans s'intéresser à la transition écologique. Il y a plein dans le salon, vous verrez des utilisations très intéressantes du biomimétisme, mais qui ne vont pas forcément dans le sens de la transition écologique. Et donc, il était urgent de faire converger ces deux enjeux, biomimétisme et transition écologique. Et alors, nous, comme à l'ADEME, on se pique d'essayer d'être un acteur, un facilitateur, un accélérateur de la transition écologique, on s'est dit, oui, s'il faut que les deux aillent ensemble, on va mettre notre grain de sel, et on l'a fait avec le CBIOS, avec un partenariat qu'on a noué il y a déjà quelques temps, et qui marche bien, marche même très bien, et on va arriver au premier résultat. Vous avez aujourd'hui disponible la synthèse de notre étude sur l'énergie et le biomimétisme, qui donne des éléments très intéressants pour se reposer les questions de l'avenir énergétique de la France, pas uniquement dans un débat pour ou contre le nucléaire, mais d'un point de vue beaucoup plus fondamental, avec quelle technologie, quel réseau. On parlait de l'importance de réseaux organisés, des centres de décision décentralisés, une capacité de résilience, tout ça, c'est aussi, ça se traduit dans l'énergie. Les principaux enseignements seront présentés à 16h dans l'autre plénière Louis Armand. Voilà, donc c'est un exemple de travail conjoint avec le CBIOS et RTE pour arriver à ça. On a aussi fait un travail sur un guide méthodologique pour l'éco-conception dans le biomimétisme. Parce que quand on fait du biomimétisme, c'est pas pour autant qu'on est vertueux
en termes d'impact environnemental. Et donc là, on propose un guide méthodologique qui va permettre d'intégrer les principes de l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, quand on développe un produit biomimétique. Et on pense que ça va justement aider à ce que le biomimétisme puisse avoir un facteur d'influence bien plus important sur les innovations pour la transition écologique. Troisième exemple, le biomimétisme est quand même peu connu globalement dans les milieux économiques. Donc, une des missions de l'ADEME, c'est quand on est sur ce constat de manque de connaissances, on va commencer par acculturer les gens. Donc, on fait la formation, à commencer par les gens de l'ADEME, qui sont des ingénieurs, donc pas forcément très branchés biomimétisme au départ, mais aussi auprès de nos partenaires. On va communiquer. Voilà, on est partenaire du salon Biomime Expo, on a fait des petites vidéos. Et puis, important, on essaie de documenter, d'informer. Et notamment, on va sortir une étude sur les impacts socio-économiques du biomimétisme, sur les externalités positives, ça représente quoi dans le PIB, ça génère quoi comme emploi, ça fait quoi comme emploi des non localisables. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette sur la table pour attirer aussi les talents, l'argent vers des sujets du biomimétisme. Donc voilà un peu l'esprit de ce partenariat avec le CBIOS, mais on n'est qu'à un point d'étape et bien sûr on continue, il y a encore plein de choses à faire. Hein. Non, mais c'est chouette, merci beaucoup, parce que ça aborde les dimensions essentielles. La connaissance, l'accélération, le lien avec la transition écologique. Après, il y a plein d'innovations bio-inspirées qui sont aussi utiles à l'homme, qui ne sont pas forcément ultra connectées à la transition écologique, mais c'est fabuleux d'avoir un partenaire allié comme l'ADEME pour porter ces messages-là. Bruno David, c'est un peu de notre faute, on a une série de slides sur vous, mais peut-être, enfin pour vous, mais peut-être qu'on peut les dérouler et vous arrêter sur 2 ou 3 messages importants pour qu'on puisse vous remercier à 45 et tenir le timing. Je suis désolé, mais comme c'est parti sur une conversation et qu'il ne s'agissait pas de la couper. Oui, ça y est, ça marche. Oui, c'est intéressant d'avoir une conversation aussi, mais ceci dit, les organisateurs m'avaient demandé de préparer un PowerPoint. Alors bon, moi, je suis bêtement obéissant. On va sauter les petites histoires de biodiversité, passer à la suivante. Si celle-ci, je voudrais m'arrêter dessus, parce que vraiment, ça nous montre notre dépendance aussi par rapport à la biodiversité. On est dans l'océan, il fait beau, il y a de l'eau qui s'évapore, il y a du plancton, il y a énormément de plancton végétal qui produit une petite molécule qui s'appelle le diméthylsulfure, ou DMS. Et cette molécule sert de point d'ancrage à la vapeur d'eau qui fait des gouttelettes et qui forme les nuages. Il y a des nuages, il y a moins de phytoplancton, il y a moins de DMS, il y a moins de fixation, il refait beau parce qu'il y a moins de nuages de fabriquer. Donc on voit bien à quel point on est dépendant de tout petits organismes qui réagissent très très vite et qui participent à la nébulosité de la Terre. C'est notre dépendance par rapport aux vivants, ça. Suivante, on va les passer vite. Ah mais c'est moi qui peux les passer, non ? Non, c'est vous. C'est bon. C'est vous le chef. Des fois, il faut aussi parler de valeur monétaire. Une baleine, c'est 1,8 million d'euros en fixation de carbone. Les loutres dans l'île de Vancouver réintroduites, elles rapportent 4,3 millions de dollars canadiens par an, sans compter l'apport du tourisme. Passer celle-là, c'est de la bio-inspiration. Des molécules chimiques tirées d'organismes qui paraissent anodins, comme ici un corail, et qui servent à traiter les glioblastomes, qui sont un cancer foudroyant du cerveau. Allez-y, allez-y. Et en fait, on a 3 problèmes. Vous m'avez demandé de parler de santé. Il y a 3 problèmes devant nous. On a d'abord nos effectifs, combien sommes-nous sur Terre ? Comment on se comporte sur Terre ? Et finalement, comment on se déplace ? Allez-y. D'abord, nous sommes très nombreux, très très nombreux, presque 8 milliards d'habitants. Après, les courbes, on verra comment elles évoluent. On utilise la planète de manière extrêmement extensive. On a perdu 30% des forêts tropicales en 8 ans, entre 2010 et 2018. Suivante. Et on favorise les contacts avec les autres animaux, où tout le monde est chez tout le monde. Hein. Les animaux sauvages viennent en ville, et nous, on va se promener chez eux. On utilise beaucoup de viande de brousse, ça ne paraît pas, mais 82 tonnes aux États-Unis, 273 tonnes saisies à Roissy en 2010. Donc ça nous donne une mesure. Ici, des marchés chinois, on n'a aucun chiffrage des volumes que ça peut représenter. On se déplace. Depuis les grandes découvertes, l'industrialisation, un accroissement exponentiel, du trafic aérien partout, une image, et donc une conséquence pas si étonnante. Et ce n'est pas nouveau. Suivante. Parce que ça ne date pas de 2019. L'histoire de l'humanité, elle a été parsemée de pandémies qui sont des histoires également de promiscuité et de transport, essentiellement, avant d'être des histoires de densité humaine. Diapositive suivante. Donc la grippe espagnole,
40 millions de morts, on ne sait pas exactement combien étaient vraiment dus à cette grippe espagnole. Il y a un consensus entre 20 et 60 millions, ça fait 20 pour 1000 de la population mondiale, ce qui est beaucoup. Et puis il y en a eu d'autres, la grippe asiatique de 57, la grippe de Hong Kong, le SARS-CoV-1, syndrome respiratoire peu contagieux mais très mortel, la H1N1, peu de morts, le MERS, redoutable, extrêmement mortel. Mais comme le virus tue trop vite le malade, peu de transmission. Et puis le SARS-CoV-2 aujourd'hui, peut-être 4 millions ou plus de morts. Donc l'avenir, il faut faire attention, parce que le local devient vite global avec nos transports, et puis on a une expansion qui est propice aux mutations. Plus il y aura de virus, plus il y a des risques de mutation. Sans oublier le changement climatique, la diapositive suivante, qui est très intéressante parce que ça donne une distribution, c'est la dessin que vous avez à droite, c'est une distribution des pathogènes, des maladies infectieuses humaines en fonction de la latitude. Et on voit bien qu'il y a un pic sur l'équateur. Donc s'il y a un changement climatique qui amène à une dérive des ceintures climatiques vers le nord dans notre hémisphère ou vers le sud, on va amener beaucoup plus de pathogènes sous nos latitudes. Donc on devrait regarder ce diagramme avec beaucoup d'attention en se disant, attention, le réchauffement climatique, voilà ce que ça risque de nous amener aussi. Suivante. Donc on risque de faire un triple 6, en étant dense, en se comportant comme cela, il faut changer de comportement. Le biomimétisme, la biorespiration est une des solutions. Alors il y a des solutions. D'abord, ne pas se contenter d'approches médicales. C'est très important. Il faut tenir compte aussi de l'environnement et de la médecine vétérinaire pour nos élevages. Suivante, et là je vais insister un petit peu là-dessus. La vraie tentation, ça serait de se dire, écoutez, les bêtes sauvages nous filent plein de maladies, il y a 60% des maladies qui viennent des animaux, qui sont des zoonoses, donc on va éradiquer toutes ces bestioles qui ne nous servent à rien, il n'y a qu'à tuer toutes les chauves-souris, et puis comme ça on sera tranquille. Mais il y a une théorie scientifique qui s'appelle Kill the Winner, et qui dit que les pathogènes, en particulier les bactéries et les virus, se tournent toujours vers l'espèce dominante, simplement parce qu'il y a plus à manger, entre guillemets. Évidemment, ils ne réfléchissent pas, mais c'est que tout se passe comme si le virus se disait « Oh là là, mais ils sont nombreux là ». Puis en plus, je rajoute un truc, c'est que vous avez plein de cellules. C'est plus intéressant qu'un organisme unicellulaire. Une fois qu'il est rentré dans vos voies respiratoires, qu'est-ce qu'il y a comme cellules à déguster Et donc, si on est une espèce qui domine trop, les pathogènes vont se concentrer sur cette espèce. Donc, éradiquer la faune sauvage, c'est vraiment se mettre une grosse cible dans le dos. C'est la pire des solutions. Il faut en fait qu'on ait une biosphère qui soit riche, qui ait beaucoup d'espèces, avec beaucoup d'interactions, qu'il faut absolument préserver. Ça sera notre meilleure assurance vie. Merci beaucoup. Alors, je laisse Cédric Villani réagir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup au président David pour ce petit exposé. 3 remarques pour aller dans son sens. La première, sur les chauves-souris. L'exercice a été fait à un moment de les chiffrer juste en termes agricoles. Il y a une étude quelque part qui dit, voilà, si on supprimait toutes les chauves-souris d'Amérique du Nord, quel serait le prix à payer en matière agricole? Parce que bien sûr, les chauves-souris en tant qu'insecticides naturels ultra efficaces, elles sont hyper utiles. Et là, ça se compte en milliards. Je crois que c'est 4 milliards par an ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est... Oui, j'ai les chiffres sur les insectes sur les seuls États-Unis. C'est 57 milliards par an offerts par les insectes seulement sur le territoire des USA. Voilà, là encore, c'est des milliards. On a du mal à visualiser, mais on va dire que c'est juste phénoménal. Sur la question de l'idée de tuer toutes les bêtes sauvages, alors, globalement, c'est ce que nous sommes en train de faire, sans en avoir conscience. J'ai vu passer une étude... C'est ce que j'ai marqué là, c'est-à-dire que on regarde, on s'est amusé à peser la biosphère. Ah là, c'est exactement ça. On pèse la biosphère en biomasse carbone, de façon à pouvoir peser de la même manière une méduse qui est pleine d'eau et une plante, un cactus, pas un cactus, mais enfin une plante où il y a moins d'eau, ou un criquet où il y a moins d'eau. Donc on ramène le poids de la biosphère en biomasse carbone, et le total fait 550 milliards de tonnes, donc 450 pour les seules plantes. Et après, on a les bactéries pour presque 80. Donc on est dans un monde de plantes et de bactéries quand on pèse, quand même. Ça devrait aussi nous amener peut-être à réfléchir un peu. Et puis quand on pèse les mammifères, on se rapproche des mammifères. Alors dans tout ce système, l'ensemble des animaux, c'est 2,5 milliards sur les 550, donc c'est pas beaucoup. Et si on pèse les seuls mammifères, on se rend compte que tous les mammifères sauvages réunis, c'est 1/15 de notre cheptel domestique. 1/15 de notre cheptel domestique. Donc ça donne vraiment la mesure d'à quel point on pèse sur la planète, à quel point on fait peser des choses sur les autres espèces. Littéralement, effectivement. Les humains plus le cheptel,
c'est aujourd'hui la quasi-totalité des... Nous, on fait la moitié du cheptel. On fait la moitié de notre cheptel en poids. On est à 0,06 gigatonnes. Le cheptel fait le double de nous. Et l'ensemble des mammifères sauvages, 1/15e du cheptel. Et on sait bien, ça sera ma dernière remarque, et quand on entre dans les équations de la mathématique, de la biologie, les modèles proie-prédateur, et l'autre cas Volterra et tout ça, dans tous les modèles biologiques, on sait bien, quand il y a c'est toujours un équilibre qui se fait entre des populations qui grandissent, qui décroissent, qui regrandissent, qui décroissent, mais il n'y a aucun exemple qui fonctionne de modèle fiable et stable dans lequel il y a une seule espèce qui ne fait que croître. Ça n'existe pas. Le fonctionnement des écosystèmes, il repose sur un ensemble de relations entre des espèces, et plus il y a d'espèces, plus il y a de relations, plus le système est robuste. Je fais souvent la comparaison avec la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est un entrelac de poutrelles rivetées qui fait qu'on a la tour Eiffel qui tient à peu près debout. Les écosystèmes, c'est pareil. C'est un entrelac d'espèces avec des individus qui jouent le rôle des rivets et que tout ça tient debout. Alors on peut être sur la tour Eiffel, on peut faire sauter des rivets, d'ailleurs je suis persuadé qu'il y en a qui tombent à peu près tous les jours. C'est un peu comme si on enlève des individus au sein des espèces de l'écosystème. Puis on peut même enlever une poutrelle ou deux poutrelles. C'est comme si on enlève une espèce, deux espèces de l'écosystème, il y a des phénomènes de compensation qui se mettent en place et l'écosystème continue de fonctionner, il y a une vraie résilience. Et puis on enlève une autre poutrelle, et puis au bout d'un moment, la tour Eiffel s'effondre sur le champ de Mars et on a un tas de ferrailles. On a toujours la tour Eiffel, physiquement parlant. Elle est toujours là, simplement elle ne rend plus les mêmes services. Les écosystèmes, c'est pareil. Au bout d'un moment, l'écosystème, il va basculer dans un nouvel équilibre. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement ce que sera ce nouvel équilibre, mais en tout cas, il ne nous rendra plus les mêmes services. Et il ne faut pas oublier que depuis 10 000 ans, le dernier glaciaire, en gros 10-15 000 ans, on est sur une planète remarquablement stable. Nous, elle ne nous paraît pas stable, parce qu'un jour il fait beau, un jour il ne fait pas beau. Mais on est sur une planète remarquablement stable, géologiquement parlant, et nos sociétés se sont installées sur cette stabilité. Et la première chose qui sera déstabilisée si on bouleverse tout, ce sont nos sociétés. Ce n'est pas le reste. J'ai aucun souci sur l'avenir du vivant sur Terre. Par contre, sur l'avenir de nos sociétés, dans les décennies qui viennent, si on déstabilise tout, là, j'ai les pires craintes. Et c'est parfait, je trouve qu'on ait cette conclusion sur l'importance des liens des écosystèmes. Historiquement, on sait bien, c'est comme ça que l'écologie est arrivée dans le champ politique. Rachel Carson et sa dénonciation de la façon dont le DDT vient rompre les liens patiemment tissés entre les différents organismes dans tel et tel écosystème, écosystème après écosystème, faisant de l'écologie, dès le départ, la discipline où on s'intéresse aux relations entre les espèces, entre les êtres vivants. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot, parce qu'il faut qu'on accueille Bruno David terminait sur la question de la stabilité. J'ai parlé de transition écologique. Bien sûr, il n'y a pas de transition écologique sans adaptation, puisque cette stabilité est déjà brisée. Donc il faut qu'on s'adapte. Et on ne peut s'adapter que si on augmente la résilience des écosystèmes. Parce qu'on voit que la petite perturbation qu'on a sur les écosystèmes nous met dans des situations très compliquées, hein, en inondation, canicule, etc., etc. Si ça continue, ça va être de pire en pire. Donc une des actions prioritaires à faire pour la transition écologique, c'est d'apporter plus de résilience à nos écosystèmes, à nos forêts qui sont détruites par les scolytes, à nos espaces naturels qui sont artificialisés. Si on ne renverse pas la vapeur très vite, on va avoir des grandes difficultés pour réussir la transition écologique. Absolument, et en prenant bien conscience que nous faisons partie de ces écosystèmes, que nous ne sommes pas extérieurs à tout ça. Écoutez, un grand merci. On peut applaudir Cédric Villani, Fabrice Boissier, Bruno David. Et je voudrais qu'on accueille, juste pour une petite annonce, Huguette Tiegna. Voilà, merci beaucoup d'être là. Bonjour Madame Tiegna, merci beaucoup d'être là et peut-être pour annoncer ce sur quoi vous êtes en train de terminer de travailler et ce que vous allez présenter tout à l'heure. Oui, bonjour. Ravi d'être avec vous cet après-midi pour parler d'un sujet qui nous passionne et qui passionne aussi nos chercheurs et nos entreprises. Donc le sujet, bien sûr, global du Biomime Expo, mais aussi du biomimétisme. Donc, je vais tout à l'heure avoir l'honneur de vous présenter en primeur cette note réalisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont Cédric Villani est président. Mais en attendant, je pense qu'on va se donner rendez-vous au niveau du stand de CIBIOS pour pouvoir discuter. Et après, on se retrouvera dans la salle
plénière. Exactement. Armand, c'est ça? Je vous invite à aller suivre sur le stand CBO. C'est à 15h15. Vous révélerez le pourquoi et quelques conclusions de cette note dans la plénière Louis Armand, qui est au niveau S3. Un grand merci pour votre présence. Merci à vous et à tout à l'heure. Je vous attends. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un chouette moment, de beaux échanges et qui rappellent quand même l'essentiel, la biodiversité, capitale stratégique. Merci beaucoup. Nous allons parler justement de santé humaine avec Franck Zal et Charlotte Rasser maintenant. S'inspirer du vivant peut aider aussi à soigner l'homme.